Comme l'intervention ensuite de Florence Kershanock porte sur le même thème, on va peut-être laisser parler Florence et puis on fera une discussion sur les deux communications qui vont aborder des thèmes peut-être complémentaires, peut-être semblables, peut-être différents. Voilà. Donc je donne tout de suite la parole à Florence Kershanock, qui est professeure à ex-Paris 7, ex-Jussieu, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Paris-Cité, voilà, Paris-Cité. Je dis ça parce que tous les 6 mois, cette université prestigieuse change de nom. Donc, bon, de mon temps, c'était Paris 7 Jussieu, voilà. Et à Paris-Cité, et qui a énormément travaillé, bien sûr, sur les femmes, le mariage, etc. Et a fait son HDR, en particulier avec François. Merci. Merci, Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices, ça a déjà été dit. Donc, je vais continuer sur la question du mariage et de la conjugalité. Alors, pour commencer, comme Pauline l'a rappelé, l'histoire des femmes et du genre constitue l'un des nombreux pans des travaux de recherche de François. Donc, on compte notamment parmi ces articles des contributions relatives au mariage, ça a été dit, donc j'en ai sélectionné quelques-unes ici sur les femmes et les boîtes, regard sur le mariage grec qui a déjà été cité, char, mariage et mixité, pile et face, mauvais mariage et belle mort avec Françoise Frontisy, et auparavant, comme tu l'as rappelé, quelques pages, une quinzaine sur le mariage, dans cet article très important, Femmes au figuré. Et c'est précisément cet article, et un dessin de François, un détail du vase François qui lui était si cher, qui se trouve à la page 167, qui constitueront mon point de départ aujourd'hui pour une courte réflexion sur la construction visuelle et rituelle de la conjugalité à Athènes par les imagiers d'époque archaïque et classique, associant le voile, cet élément de parure féminine caractéristique de l'épousée, aussi bien dans les textes littéraires que sur les images, et le lit. Ainsi, sur le vase François, derrière une porte, un battant est ouvert. Alors, je donne le détail ici. On voit Thétis, son nom est inscrit, la tête parée d'un long voile, dont elle tire un pan de la main droite vers l'avant, seule, attendant le cortège des dieux et son époux humain. Elle est assise sur un lit, du moins, c'est mon hypothèse de travail. Un lit nuptial qui, curieusement, sur les images, a peu retenu l'attention. Donc, du voile au lit conjugal, je me suis dès lors demandé comment à Athènes les imagiers avaient mobilisé cette idée. D'une porte à l'autre, point de départ et point d'aboutissement de la procession, comment joue le voile de l'épousée pour, à l'issue de la Pompée, conduire les époux au lit conjugal, lieu de l'union sexuelle, d'une sexualité tournée vers la production d'héritiers, certes, mais qui n'est pas dépourvu d'érotique, ni nécessairement de plaisir. Alors, je vais vous montrer une petite série que je suis en train de constituer, c'est un travail en cours, et je proposerai ensuite quelques remarques conclusives. Tout d'abord, à l'époque archaïque, quelques images mettent en scène un cortège qui mène au lit. Préparer ce lit ou non par un ou plusieurs personnages féminins. Si l'on s'attache à la procession, les époux, généralement, en tout cas pour l'époque archaïque, sont debout ou assis côte à côte, figurés sur un char, tiré par des chevaux ou des mulets, et ils ne se regardent pas. Ainsi, sur cette première amphore, attribuée au peintre de Castellani, on note le pan de voile, ici, que tire l'épousée vers l'avant, devant la colonne. Là, on a un personnage féminin qui tend ses mains vers l'avant, les paumes tournées vers le haut, peut-être un geste révérencieux.
Face à elle, devant la porte, se tient un autre personnage féminin dont on a peine à déterminer la gestuelle. Un battant de la porte est ouvert, c'est ça qui m'intéresse principalement. Et à l'intérieur, on devine un lit avec une étoffe qui est posée dessus et au-dessus une couronne suspendue. Sur cette seconde amphore, qui est attribuée en fait au même peintre, l'image est globalement comparable. L'épousée tire un pan de son voile vers l'avant. Derrière le couple, on voit deux hommes. Le dernier tient une coupe à boire de sa main droite, qui rappelle peut-être le banquet. Le second, plus âgé devant lui, tient un branchage végétal. Les deux tendent d'une main vers l'avant, paume tournée vers le haut. Peut-être un geste solennel, un geste de prière. Devant la colonne, elle est là, on a un personnage, féminin, qui tend ses deux mains vers l'avant, paume vers le haut. Et à l'intérieur, à travers le battant ouvert de la porte, on a un personnage féminin plus petit qui prépare un lit. De nouveau, on trouve une couronne suspendue au-dessus dans le champ de l'image. Sur l'Idrie suivante, datée vers 500, la procession est menée par Hermès et elle est accueillie par une porteuse de torches postée à l'extérieur qui, de surcroît, bon ça j'ai pas encore bien compris ce que ça signifiait, porte un plateau avec des flammes qui en émanent en tout cas. Et à l'intérieur, on retrouve une femme devant le lit que prépare un autre personnage féminin. Sur le Lécite suivant, fort connu, daté de 550-530, la procession est dirigée par un personnage féminin, je vous montre ici, on verra mieux, qui porte deux torches et qui mène les conjoints d'une porte à une autre. On remarque les gestes des mains, paume vers le haut, d'une part le geste qu'effectue ce personnage masculin de la main gauche et le personnage féminin derrière lui qui, elle, a ses deux mains tendues vers le haut. L'épousée tire de nouveau ici un pan de son voile vers l'avant et de sa main gauche d'où elle tient également une couronne. Quant aux époux, si on regarde les deux membres du couple, ils sont parés tous deux d'habits somptueux et proposent ainsi le spectacle solennel de leur beauté, tandis que les attend une porteuse de torches à l'intérieur. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de lit. Or, on le sait, à l'époque classique, dans les textes, en particulier dans un registre tragique, mais pas seulement, dans un registre comique aussi, les torches qui doivent illuminer le visage des conjoints sont le signe d'une union légitime. Et c'est particulièrement le rôle de la mère que de porter ces torches, comme le rappelle ici le personnage de Médée dans la tragédie éponyme qui date de 431. Et c'est aussi le rôle de la mère que de préparer la couche nuptiale. On a d'autres attestations littéraires. Donc je passe sur Nonos, 4e, 5e siècle, à propos d'Aphrodite et du lit d'Harmonie et de Cadnos. Et on a un autre exemple, donc là, ça n'est pas la mère, mais dans la paix d'Aristophane, qui est jouée en 421, c'est une petite servante, une esclave, qui doit s'occuper en fait du lit nuptial. Quoi qu'il en soit, en image, la question que je me pose est la suivante, est de savoir si la seule présence des torches portées suffit à annoncer ou à évoquer le lit nuptial quand celui-ci n'est pas figuré. En tout cas, ce que je retiens, c'est que les flambeaux portés à l'intérieur de la maison constituent une variation sur les attendus de l'union autour de la production d'une descendance légitime. En effet, à l'époque classique, un mariage sans torche est un mariage clandestin. Et Créuse peut expliquer ainsi à son fils Sion, dans la tragédie éponyme jouée en 419-418, je cite, « Ce n'est pas parmi les torches ni les danses que mon hymen t'a enfanté. » Mais continuons ce parcours en images. Quand le couple est figuré à pied, le dispositif visuel est plus varié.
De nouveau, les noces de Thétis et de Pélée sur cet amphore du Métropolitane, daté vers 470 avant notre ère. Devant la demeure, matérialisée par une porte à 2 colonnes, le couple est accueilli par le centaure Chiron, qui tient dans chaque main une torche. À l'intérieur, on voit nettement un lit joliment orné, avec coussin et étoffe bien décorée, une bandelette et un vase à parfum au-dessus, et Philira, son nom est mentionné par une inscription, la mère de Chiron, qui tient aussi 2 torches en main. Les époux marchent dans la même direction mais ne se regardent pas en présence des dieux. Thétis porte de longs vêtements et soulève légèrement de la main gauche, en fait, un pan de son manteau. Sur sa tête est posée une couronne. Quant à Pélée, il tient Thétis, alors on a parlé de ce geste, j'y reviendrai, il tient Thétis de la main droite par le poignet, mais là, en fait, il lui tient non pas la main gauche, mais la main droite. Donc, dans un geste, disons, un peu... Comment ça ? Comment ça ne s'affiche pas ? Ah, quand je... Ah, d'accord, ok, je n'avais pas compris. Ok. Non, mais c'est pas grave, tout le monde voit le... Je vois bien ici. Je vais me retourner, mais... Comment ça fonctionne ? Mais bon, ben voilà. D'accord. Ça va faire perdre du temps, ça. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais donc, je vous montre, on a ce geste dont il a été question de Carré Picarpo, mais en fait, il lui tient de sa main, donc droite, je ne me trompe pas, le poignet ou le haut de la main droite, ce qui est en fait assez anormal puisqu'il devrait, si on prend l'iconographie en général, lui tenir l'autre poignet. Et donc, bon, juste, c'est une remarque comme ça en passant. La question est donc de savoir si ce geste un peu anormal est volontaire de la part du peintre pour rappeler ce mariage qui est lui-même hors norme. Mais je continue. Donc, les suivent ensuite... alors, je vais me retourner. Donc, les suivent durant cette procession. Donc, Artémis avec ses 2 torches, Apollon avec sa cithare, Leto, puis ici Sémélé et Dionysos, et enfin, en dernier lieu, au plat. On note. Alors oui, du coup, non, c'est bon. Pardon. On note la jeunesse et donc la beauté des époux, ce geste récurrent de l'épouser, les torches qui illuminent le couple et signalent un mariage légitime. Enfin, le lit, un marqueur à minima d'une sexualité tournée vers la production d'héritiers, ici, on le sait, d'Achille, qui sera élevé par Chiron. Le lit est ainsi un autre symbole de l'union conjugale, du lien qui unit les époux, quand ce lit est partagé. Ici, dans la chambre nuptiale, il est associé au flambeau porté par un personnage féminin. Sur ce tripode pyxide suivant, daté de 525-475, sont figurées les noces d'Hébé et d'Héraclès. Là, de nouveau, on a une association entre le lit et des torches. Sur le premier pied, on voit ici une nymphotria qui ajuste le voile de l'épousé que tient par le poignet Héraclès, que l'on reconnaît à sa massue. Sur l'autre pied, on a 3 divinités. Donc ici, on reconnaît Athéna, Apollon avec la cithare et Hermès. Et enfin, sur le dernier pied, celui qui m'intéresse le plus, 3 personnages féminins. Peut-être, pour la première, une Artémis Amphipyros qui porte la double torche, puis 2 femmes qui réajustent chacune les 2 oreillers d'un lit orné de motifs floraux et d'animaux, avec au-dessus un miroir. Et ce lit, du moins c'est ce qu'écrit Kaufmann Samaras, mais je n'ai pas trouvé d'image de meilleure qualité pour l'instant, ce lit serait recouvert d'une couverture rouge. En tout cas, ce que je retiens, c'est l'idée suivante, c'est que les torches et ce lit, qui doit être partagé, annoncent des naissances légitimes.
Sur d'autres images, à partir de la seconde moitié du Ve siècle, l'accent est mis sur l'érotique, en particulier sur les loutrophores, dont il a été question, qui sont donc portés durant les cortèges, qui servent à transporter l'eau du bain, un bain qui est parfois conçu comme fertilisant. Et ces images sur ces loutrophores soulignent les éléments structurants de la construction du lien conjugal et présentent des variations intéressantes d'un même schéma. Ainsi, sur cette loutrophore que vous connaissez bien, datée de 450-425, on voit la dexiosis entre deux figures masculines, signe de l'accord, ici, des femmes qui portent un certain nombre d'objets, éventail, lampe, ici fiale, coffre. On a également un oiseau, la porteuse de torches qui accueille ici les conjoints, peut-être la mère du garçon, devant une porte ouverte avec un Eros assis. Voilà, on le voit mieux sur ce détail. Donc on a un Eros assis ici. Porte d'où on entreaperçoit un lit sur lequel se trouverait donc un coussin bigarré avec un objet suspendu. Et de l'autre côté, une femme, les deux mains tendues, paume vers l'avant. Si l'on se focalise maintenant sur le couple, on retrouve le geste de prise de poignet et l'interaction légère des regards ici. On peut noter en outre que s'affaire autour de la tête de la mariée, parée d'un diadème et d'un voile, joliment agrémenté, la nymphetria d'un côté et de l'autre, deux érotesses, personnification du désir érotique. L'un tient une couronne, l'autre porte un collier. On lit calé, en fait, au-dessus de la fiale, là on ne le voit pas, et d'autre part on lit kalos au-dessus de la tête du garçon. L'image souligne ainsi le lien qui unit les époux, leur beauté, plus particulièrement la beauté de l'épousée, le désir qu'elle doit susciter le jour de ses noces, dont témoignent le voile et la présence des érotesses. La beauté des époux, celle de l'épousée en particulier, conduisent au lit qu'on entreaperçoit où le désir, les érotesses, soumettent les corps et les réunissent dans le cadre d'une union légitime, signifiée ici par la dexiosis, la nymphagogia et les torches. D'autres loutrophores, datés vers 425 et où les couples se font carrément face, en se tenant la main ou le poignet, renvoient bien à la construction du lien conjugal, à la beauté, au désir, à l'harmonie et à l'union des corps, parfois précisément au lit, vers lequel conduit le cortège nuptial. Sur celle-ci, alors désolé pour les qualités d'image, mais bon, donc sur celle-ci du musée de Buffalo, un lit prend place dans le champ de l'image entre les conjoints, une bandelette ou une ceinture au-dessus de leurs mains. L'interaction des mains et des regards conduit au lit conjugal où désir et beauté doivent œuvrer dans le cadre d'une sexualité tournée de préférence vers la production de garçons. Sur d'autres objets, la focale est mise différemment sur l'érotique et le désir en association au lit. J'en montre rapidement quelques variantes avant de conclure. Sur cette pyxide, datée vers 430-420, une jeune femme est assise sur un lit. Une épousée, probablement. Ici, on a la loutrophore, ici un calatos. On voit, comme tu l'as montré d'ailleurs sur d'autres images, un Eros qui l'aide à finalement se parer et à entourer un bandeau autour de sa tête. Et c'est intéressant puisque sur cette pyxide, de l'autre côté, on voit notamment deux érotesses qui sont en train de lutter sous le regard d'Aphrodite. Sur ce picnax de l'ocre que vous avez déjà vu, on voit l'épousée sur un lit qui tire un pan de son voile dans un geste que j'interprète comme un geste de séduction. On a un Eros qui est une émanation d'Aphrodite qui tend vers elle un bandeau et donc qui accompagne la jeune fille sur son lit. Sur cette dernière pyxide, on a une autre variante aussi intéressante qui date de 430.
Cette fois-ci, on voit juste le lit, juste derrière la porte, mais il n'y a pas de procession. On a des personnages féminins avec un certain nombre d'objets qui, en fait, constituent d'autres références aux attendus du mariage et donc de la conjugalité. Donc, si l'on prend les objets, ici on a une quenouille, un métier à tisser portatif, un vase à parfum, ici un coffre et un grand tissu. Donc voilà ce panorama rapide avec un certain nombre d'images, il y en a d'autres. Alors, je vais essayer de tirer quelques remarques conclusives de tout cela. D'abord sur le voile, mais sur le voile, je vais aller vite. On le sait, c'est un indicateur il est l'indicateur d'un statut transitoire de la fille à l'épouse. Il est un signe de pudeur, éventuellement un signe de soumission et de consentement de la mariée, du moins c'est ainsi qu'il a été un certain nombre de fois interprété. Il accompagne de fait un geste de dévoilement, mais probablement aussi un geste de séduction. Et en ce sens, enfin, il est une invitation à partager la même couche, le même manteau, le même lit, même si, de fait, le manteau et le lit sont ceux de l'époux. Il y a aussi la question des gestes. Une ou deux mains avec la paume tendue vers l'avant. Est-ce un geste de révérence, un geste solennel qui accompagnerait une prière? Je ne sais pas bien encore, il faut que je creuse, disons, cette question. Parallèlement, je vais revenir un petit peu sur le geste du Caire Epicarpo dont il a été question dans la communication précédente. Ce geste, comme ça a été rappelé, a souvent été interprété comme un geste de prise de corps ou prise de possession du corps de l'épousé, de soumission, de contrainte, associé parfois à une interaction ou un échange des regards. Mais ce geste énonce probablement aussi le lien, l'accord, voire l'affection, en tout cas une connexion intime qui se construit rituellement. Il dit également la mise sous le joug des conjoints, et je dis bien des conjoints et pas simplement de l'épousé. Dans Médée d'Euripide, le personnage de Médée rappelle que la situation la meilleure est celle où l'époux, Paucis, celui dont on partage la couche, Nuxonété, accepte la vie commune, je cite, sans porter le joug à contre-cœur. On peut rappeler aussi que pour Aristote, dans la politique, s'il n'y a pas de terme pour désigner l'union entre un homme et une femme, cette relation, en fait, est conçue par lui comme une mise sous le même joug ou un attelage sous le même joug, en vue de la génération. Du coup, je me demande si, par le biais de ce geste que l'on retrouve en image, on ne pourrait pas dire que les époux marchent presque d'un même pas, sous le même joug, vers la chambre nuptiale et le lit conjugal. Maintenant, sur ce lit, c'est le meuble et le lieu d'aboutissement du cortège nuptial. Par exemple, alors je sors des images pour prendre un texte bien plus tardif, mais dans Xénophon d'Éphèse, à propos des noces d'Abrocomès et d'Antia, on peut y lire « La nuit venue et tous ses rites accomplis, la jeune fille, à la lueur des flambeaux, aux accents de l'hyménée, avec des acclamations et des vœux, est conduite vers la chambre nuptiale, Thalamos. On l'y fait entrer, on l'étend sur le lit, Cataclynone. » Je reviens à mes images. Le lit incarne dans tous les cas l'objet du mariage, la production d'héritiers légitimes, ce qu'énoncent également les torches portées durant la procession ou à proximité du lit. Il énonce, ou plutôt il annonce, l'union des corps, la mixis. Quant aux objets qui se trouvent suspendus au-dessus du lit, couronne, miroir, vase à parfum, ceux-ci insistent sur la nécessaire beauté de la nymphée en vue de la mixis, de la réunion des corps, même si la beauté des garçons est parfois soulignée pour les mêmes raisons et elle est tout aussi importante. Quand Eros est présent d'ailleurs, il fait circuler la beauté autour du couple, produit de l'harmonie musicale notamment, quand il joue de l'holos par exemple, et de l'érotique. Il conduit précisément Eros au domptage et à la soumission des conjoints au désir que matérialise le lit conjugal. Désir, émanation d'Aphrodite, est nécessaire aux erga gamoios, aux travaux du mariage. De plus,
Eros énonce peut-être aussi le plaisir qui, comme le disent les médecins hippocratiques, constitue la condition sine qua non de l'émission des 2 semences nécessaires à la conception. Pas de conception sans plaisir féminin. Le lit conjugal est donc aussi le lieu de fécondation de l'épousée. Ainsi, Danaé, fécondée par une pluie d'or. Alors vous me direz, on n'est pas dans un cadre conjugal, mais il me semble que le mariage constitue néanmoins un modèle. Du coup, ce lit, c'est aussi celui de l'accouché. Alors ici, c'est un peu particulier puisqu'il s'agit de Sémélé qui est accouché, mais qui est aussi, et ce lit est donc celui de l'accouché, mais aussi celui de mort. Et on voit notamment ici, mais l'image est un peu compliquée, Hermès qui vient chercher l'enfant Dionysos. Et sur l'autre côté du vase, on a toute une série de personnages, notamment des Érotès. En tout cas, je retiens pour le moment qu'on a le lit de l'accouché qui est aussi son lit de mort. Et on a encore cette ambiguïté ou cette confusion à propos d'Alceste en image, puisque sa couche nuptiale est également son lit de mort. Et sur cette épinétrone qui est bien connue, on voit Alceste, elle est mentionnée par l'inscription, qui est accoudée ici sur son lit nuptial avec un coussin bigarré. Et puis à l'extérieur, un certain nombre de personnages féminins qui renvoient au mariage. On voit notamment ici ces 2 bêtesses gamikoi, 7 loutrophores, dans lesquels des personnages féminins, ici Théo, ici on n'a pas le nom, disposent des branchages. Et ici au milieu, on a Charis qui est mentionné par l'inscription. Et on sait que cette épinétrone, de toute façon, renvoie au mariage, également à la mention des noces de Thétis et de Pélée, puisqu'ici il y a une poursuite avec Thétis qui refuse d'une certaine façon son mariage. Ce lit est enfin le lieu d'excellence pour conclure, le lieu d'excellence de la conjugalité. Il est d'une part le symbole de la cohésion du couple, de la vie commune ou cohabitation, synoikia. Dans l'épopée, pensons au lit inamovible fabriqué par Ulysse. À l'époque classique, pour l'époux, le lit est le symbole du joug partagé sans contrainte. Je cite la tragédie d'Euripide Médée. Quant à l'épouse légitime, le lit renvoie à son honneur, à sa timée, à son statut dans l'oikos, à savoir celui d'alokos, littéralement celle qui partage le lit du mari, par opposition à la concubine, quand ce lit est respecté. C'est pourquoi le lit est d'autre part le lieu nodal de la désunion, du déchirement, dans le cas contraire. Et par exemple, dans les Trachiniennes de Sophocle, Déjanire et Iole sont désormais 2, je cite, sous la même couverture, Klaina, à attendre qu'Héraclès les prenne dans ses bras. En fait, dans la tragédie, elles ont toutes les 2 un petit peu le statut de l'épouse. Donc voilà, ce lit est intéressant. Pour autant, en image, ce qui m'a frappé, c'est que sur l'iconographie attique, finalement, il y a peu de représentations de couples sur un même lit ou partageant une même couverture, contrairement à ce que l'on peut trouver au moins à partir du IVe siècle sur la céramique italiote, alors que le partage du même manteau et du même lit constitue en fait une figure littéraire bien connue. Voilà pour ce parcours en images et un petit peu littéraire. Je vous remercie de votre attention. Bon, je pense qu'on va ouvrir la discussion sur les 2 propositions qui vous ont été faites de lecture du mariage en images, parce qu'elles se répondent et elles sont aussi très complémentaires. Donc, qui demande la parole? Claude Cala, à droite. Oh, mais, non, mais ici. Vas-y, vas-y. Bon. Vous voulez la parole? Merci d'abord pour ces 2 exposés, en effet tout à fait complémentaires. Pour chacun d'entre eux, j'aurais une question à poser. La première, elle s'adresse évidemment à Victoria Sabetay. Et vous
vous avez donc bien montré dans les premières scènes qu'il y avait réciprocité par l'intermédiaire du regard entre le futur époux et puis la nymphée. Et si j'ai bien compris, vous avez mis en relation cette relation de réciprocité exprimée par le regard, sous l'égide d'ailleurs d'Eros, qui est absolument essentiel, à l'égalité démocratique. Mais moi, je la référais plutôt, en pensant au texte et à la langue en général, à l'expression de l'union sexuelle, et pas uniquement l'union conjugale, qui est exprimée par en philoté timigenai, qu'on retrouve d'ailleurs déjà dans la poésie homérique, est utilisée déjà dans la poésie homérique, et qui marque par exemple, ou qui définit par exemple, la fameuse union entre Zeus et Héra dans le chant 14 de l'Iliade. Ça, c'est la première question. Et puis, ah bah oui, répondez peut-être après. Oui, c'est mieux. Ce serait à Florence. Oui. I'm going to answer you in English, if you don't mind. Yes, okay. In Vase iconography, the explicit sexual element in what concerns wedding iconography is not apparent. So why not think of a more holistic situation, where everything is present in the union of the spouses? And why not think that in the times of the democracy, the emotional element is more accentuated than it was before in the archaic period, when the iconographical schemes are different and do not really stress bonding via gestures or gazes, would be a first answer. Tu poses ta deuxième question? Oui, volontiers. D'accord, vas-y. Oui, alors Florence, tu as mis en relation, d'une part, le lit nuptial avec la production d'héritiers, mais également les torches, en montrant qu'elles annoncent une descendance et une descendance légitime. Mais à propos du lit, je me rappelle la scène dans l'Odyssée, vers la fin de l'Odyssée, la scène que tu as d'ailleurs en conclusion évoquée, où Ulysse retrouve Pénélope, et non seulement retrouve Pénélope, mais retrouve leur lit, le lit conjugal. Et là, il n'est absolument pas question de descendance. Télémaque est déjà né, Télémaque est déjà pratiquement adulte, et ce qui importe, c'est la relation, et la relation, on dirait, amoureuse, en réciprocité, entre Ulysse et son épouse. Oui, je suis d'accord. En fait, il y a deux temps. Il y a ce lit qui est mobilisé au moment de la construction du lien conjugal, donc au moment de la célébration du mariage, et là, il est associé aux torches, et donc, de mon point de vue, il renvoie à la production d'héritiers. Et puis après, il y a ce lit conjugal qui est partagé durant le mariage, et qui dit le lien entre les époux, et qui est aussi le lieu de leur désunion quand ça ne fonctionne pas. Mais disons que ça constitue deux temps. Mais disons qu'en image, c'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'on a principalement le temps de cette construction du lien conjugal avec cette évocation du lit qui est présent parfois en image, ce que je trouvais intéressant derrière une porte, associée ou non à des torches qui ont cette signification. D'accord. Alors, il y avait une question. Valérie, elle avait une question, mais... Ben, attends le micro peut-être, parce que si c'est enregistré, il vaut mieux parler dans le micro. Merci à vous deux. Je ne suis pas spécialiste des images, mais je me suis beaucoup occupée de la torche. Donc, une première question pour Florence. Sur le manque de torches connote, voire signifie la clandestinité. La présence de torches me semble porteur de plusieurs connotations ou significations. Donc,
comme tu as beaucoup insisté, j'ai vu ça un peu comme si tu réduisais l'importance de la torche. Et par ailleurs, il y a des scènes d'enlèvement au niveau mythique où on voit les torches. Sauf si on se dit que bon, la légitimité, c'est quelque chose qui ne présuppose pas nécessairement le consent. Donc voilà. Et puis une petite remarque pour Victoria Messi. Did you consider this gesture as seizing the wrist on scenes of dancers, the way they hold it? Because I think that this could support your view. Thank you. Oui, bah, les torches ont une importance. Elles éclairent la scène. En tout cas, moi, j'ai insisté sur les torches parce que d'abord, dans l'iconographie, elles sont présentes systématiquement. Et si l'on prend les textes littéraires également, il est question de la mention des torches. Et notamment à l'époque classique, là j'ai fait un raccourci, mais si on prend l'époque classique, il y a un certain nombre de fragments de plaidoyer, notamment d'un plaidoyer de Lysias, où on a vraiment une association entre la présence d'un mariage qui illumine le visage des conjoints et la légitimité. C'est moins le cas avant, mais sauf que les torches sont là, enfin, ne sont pas là de façon... C'est un spectacle son et lumière, de toute façon, le mariage, qui doit faire du bruit. Oui, ben bien sûr, il y a d'autres contextes où les torches sont présentes, bien sûr. Oui, ça peut être lié aussi au fait qu'on illumine la procession. Je fais ce rapprochement parce qu'on a un certain nombre de textes qui établissent le lien entre la légitimité et les torches, en fait. Mais j'en suis d'accord, évidemment, les torches sont présentes dans de multiples situations et de célébrations. Oui, bien sûr. Connotation, oui, bien sûr. Le discours de Cassandre, on ne peut pas là. Tout à fait. Voilà. Shall I answer your question about the hand on the wrist? Just a small comment. I wondered also when did this gesture start appearing in art? And to my surprise, I found that the first instances are on scenes depicting the Yeranos dance, a mixed dance of youths and maidens, which is important why it is shown like that, and it is not shown as clutched hands. It's important. It is a connotation that one needs to really follow. So thank you. Alors, oui. Merci beaucoup. J'aurais une question pour Victoria Sabetay. À 2 reprises, en tout cas, vous avez mentionné une transe extatique sur les images. Je n'ai pas réussi à la voir. Pour moi, ces images avaient l'air assez calmes, ce qui est un peu le contraire d'une transe extatique. Et donc, si vous pouviez aller dans ce sens, qu'est-ce qui caractérise dans ces images cette transe extatique avec Eros et tout cela? Et si c'est vraiment une transe, est-ce qu'on ne pourrait pas l'interpréter plutôt comme une inspiration, si on reprend les références chez Platon, etc., des différentes sortes d'inspiration qu'on peut avoir, donc Eros peut être une des sources d'inspiration, plutôt que de dire transe extatique, qui, en tout cas, dans mon esprit, va dans une autre direction, beaucoup plus agitée et désordonnée, alors que je ne vois pas de désordre dans ces images, mais j'ai peut-être pas bien vu ce que vous avez montré. There is no disorder in marriage iconography of the second half of the 5th century, and emotion is expressed in more subtle means. But I think that it is very characteristic when you have a bride looking at Aphrodite who is bringing in Eros, and she is holding the harp with one hand
while the other arm is propped on the back of the chair, as if she's taken aback by surprise. If one does not want to call it ecstatic trance, as it's a word that would be better fit for Dionysiac iconography, probably, where women are swirling or have their head back, one could talk of a very intense surprise. But with the fragment from the Nymphy Shrine, it seems to me that given the restrained manner of expression of this painter, the fact that the head is tilted towards the back while looking directly at the figure that I assume is the goddess herself, I assume that there is such an element which is compatible with the situation of change and of a transient state of somebody who is undergoing a metamorphosis. The washing painter would, even in his Dionysiac scenes, does not show the swirling maenads that the Midias painter depicts. Things are expressed differently and in a more subtle manner, and this is why we need to be careful with each small detail, because it means something. In that scene from the Sanctuary of the Nymphy, you probably noticed that the drapery is fluttering without any reason. It's small details that denote this intense motion that may exist or may be present. Merci beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors en parler simplement d'épiphanie, vu que vous insistez sur la relation directe qu'il y a entre cette apparition d'Aphrodite et puis la jeune épousée, plutôt que de transe. Enfin, c'est un mouvement de reconnaissance du divin à ce moment-là. Donc, je vous parlais de regard réciproque. Enfin, Definitely, but the epiphany of the divinity is never really received in a nonchalant manner from the other person. So one supposes that there is some element, some transient element in this encounter of the divine and of a person who is undergoing change of status. Sophie, oui, vas-y. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était en plus très complémentaire et donc très intéressant. Juste une réflexion pour Florence d'abord, et puis je reviendrai à Vicky. Détail, un clin d'œil, Florence. Dans le vase François, à partir du moment où Tétis est assis sur un lit et que la procession arrive, ce n'est pas encore le lit nuptial, on est d'accord? Oui. D'accord. Donc il y a justement, il y a évidemment un intéressant parallèle, mais elle passe d'une couche à l'autre. Voilà, c'était juste un clin d'œil. Je suis d'accord. Pour Vicky, merci beaucoup. Je suis évidemment impatiente d'avoir enfin la publication de ce fameux sanctuaire de la nymphe. Ça fait 35 ans que je l'attends, parce qu'évidemment, le nouveau musée nous a donné toute une série d'objets à voir, mais on aimerait avoir... Mais bon, je sais que vous n'êtes pas nécessairement impliqué dans cette publication, mais ça, c'est vraiment un manque. Au-delà des loutre-forts qui ont été publiés, il y a tout le reste du matériel dont on aimerait tellement pouvoir disposer. Mais bon, ce n'est pas de cela que je veux parler. Je reviens sur la dite épiphanie. En fait, si je reprends certaines des leçons de François, puisque moi je ne suis pas une spécialiste des images, c'est qu'évidemment sur un certain nombre de vases, on montre l'invisible à partir du moment où on est dans une scène humaine, mais cet invisible n'est pas perceptible par les acteurs de la scène. Il est uniquement perceptible par ceux qui regardent le vase. Et je ne veux pas en faire une règle, je ne suis pas du tout compétente pour aller jusque-là, mais je pense que c'est peut-être quand même un préalable qu'il faut mobiliser face à ces scènes de préparation de mariage. Et donc la notion d'épiphanie d'Aphrodite me dérange un tout petit peu, précisément en raison de l'enracinement de ces scènes dans un monde qui n'est pas celui des humains. Parce que dès qu'on a des noms, on voit bien que c'est Harmonie, c'est Peito, on est dans un cadre qui comme la frise, les dieux de la frise des Panathénées, est un cadre
divin ou suprahumain. Donc, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapport avec la scène humaine où la jeune fille est effectivement engagée dans ce processus. Le jeu de miroir est évident. Mais je ne parlerai pas d'épiphanie, néanmoins, parce qu'on est vraiment dans le monde suprahumain. On n'est pas, Aphrodite n'apparaît pas à une humaine. En l'occurrence, elle fait partie de cet ensemble de personnages qui permettent de figurer quelque part une idée du mariage. Et donc les petits, si je mets maintenant Aphrodite de côté, les petits héros que l'on voit, et vous avez montré des images magnifiques, c'est vraiment là la perception de l'invisible, c'est-à-dire c'est l'effet divin sur ce monde humain, cette fois-ci, mais qui n'est pas nécessairement perceptible comme tel aux agents aux personnages de la scène, mais perceptible à celui qui regarde le vase. Voilà, c'est un peu, en tout cas moi, une des leçons de François que j'ai retenues, et c'est pour cela que je veux partager avec vous cette réflexion. Yes, thank you very much for sharing these ideas. One has to phrase these things very carefully, and I will do in the written version. However, there is an element of surprise. These women, the mortal woman and the divinity, share the same space on in the image, and one is very surprised to see the other, as if something is happening suddenly, and as if suddenly one sees what the attendant really is. And the attendant is not just another attendant, but it is the divinity herself. So when you have this element of surprise, are you not allowed to say something about an ambiance of epiphany or this kind of thing? This is the status of the woman, the surprised woman, which is puzzling. Perhaps we can continue this discussion because, after the session, not to be too long. But I have the impression that we are not on a human level in this kind of picture. It's not a human level, even if some codes, of course, are present. But it's another level where the Aphrodite is visible is clearly visible by the figure of the image. And human beings do not see the goddess. They feel her, and Eros is depicting this feeling, but they do not see her as such on vases. However, these figures exchange glances. If you look at the vases, they are indirect. Sophie, huh? Sophie Lalanne. Sophie a demandé la parole il y a déjà un petit moment, puis après Diff, oui. Et vous, oui. D'accord. Sophie. Oui, non, ça revient devant. Oui. J'ai vu. Merci. Merci à toutes les deux pour ces papiers. J'aurais une question pour Florence à propos du geste des mains du marié et de la mariée. Alors, il m'a semblé, mais j'ai peut-être pas bien compris, que tu interprétais légèrement différemment le geste lorsqu'il s'agissait de la jeune femme et lorsqu'il s'agissait du jeune homme. Tu as eu l'air de dire qu'il s'agissait plutôt d'un signe de prière pour ceux qui participaient à la procession, et dans le cas de la jeune fille, tu as évoqué plutôt un geste de déférence, si je me souviens bien, c'était le terme que tu avais utilisé. Est-ce que le geste doit effectivement être interprété de deux manières différentes selon le genre, ou est-ce qu'il s'agit, parce que je connais mal les rituels du mariage, mais il me semblait que ça pouvait être simplement un signe de prière, un signe propitiatoire en quelque sorte, et dans ce cas, il était à interpréter de la même manière pour tous les personnages. Mais peut-être y a-t-il des rituels distincts, effectivement, pour les deux sexes. Merci pour ta question. À vrai dire, c'est en reprenant le corpus que d'un coup, je me suis focalisée sur ces gestes auxquels je n'avais pas prêté spécifiquement attention précédemment. Donc,
Je ne sais pas encore très bien quelle est leur signification. Il m'a semblé, mais il faut que je creuse cette question, que quand on a un homme qui tend la main comme ça vers l'avant, paume vers le haut, ça renvoie à un geste de prière. Mais il faut que je creuse cette question. Je ne suis pas spécialiste de ce geste. Et quant au personnage féminin, sur les images que j'ai montrées ici, ce sont plutôt deux mains qui sont tendues. Alors soit vers le haut, soit comme ça. Et j'avoue que je ne sais pas très bien de quelle façon interpréter ces gestes. Donc, voilà, je dis peut-être un geste révérencieux, mais je ne sais pas en fait. Donc, si quelqu'un a une idée, elle est bienvenue. Thank you for your nice talks. There is a paradoxon between what we have seen and what you show now with the honors, the Epinetron by the Eritrea painter. Because what we have seen is normal life or daily life, and with Aphrodite or not. And the Eritrea painter saw this paradoxon in some way, so he put the whole thing into mythological scenes. In a way, the Epinetron doesn't have anything to do with what we have been looking at before, because this is transposed into mythology. Well, you understand what I mean. And I still, if I look at the Epinetron, it's for me one of a masterpiece by the Eritrea painter, and he truly owns his name, his nickname from this vase. But here you have everything that goes to marriage, and you have the preparation of the marriage with Aphrodite and Harmonia in the middle, seated with Eros and Peitho and other personifications. That we have seen now very well done by the washing painter, and it's the same time, so they must have known each other. They even collaborated, the two of them, and just the Eritrea painter transposed it in a fixed mythological way, so there is no question why there appears Aphrodite. Then on the other side, above on this picture, you have the scene after the marriage, and Alcestis is leaning on the bed. She would never lean on that bed without having used it before. And the other women, they are just doing what they have to do in their paulia. But the main thing is that you can't, or the Greeks didn't put into picture the corporal union. They did it, of course, with Hetairai and so on. We all know those pictures. But the Peleus and Thetis on the band behind the head of the plastic Aphrodite. This is the way the corporal union was expressed at that time. And it has movement in it. As we all know, it doesn't work without movement and thrill and excitement. And so you have on this vase, it's just amazing, still amazing, after having looked so many times at it, and how it is still overwhelming, the preparation, the corporal union, and the aftermath of it all on one vase, and it can't be repeated that well. Okay? Okay. Merci pour ce commentaire. Est-ce que Diffuy? Thank you very much both for these fine papers. It's amazing how difficult wedding iconography is, and how we can go on struggling with it. And this division between the divine and the semi-divine and the mortal, it's all so fluid that it becomes very difficult to understand. But I think we have to be very careful not to go too far in some of the way we see it. I quite agreed with the idea that the
the bride seated is reacting to what is being, the music, perhaps of Aphrodite that you Vicky, pointed to standing in front of her. But I really can't see that as Aphrodite. Aphrodite, when she does appear, and she does appear in a mortal realm, she does engender surprise in the humans. That's fine. But I would suggest that she is normally given clearer characteristics of the goddess than just a person holding a musical instrument. And that I think you need to think further about what that scene is and how the musicians are combined in the wedding ceremony. It's very complex, and sort of statements about the Epaulia don't really cover it at all. It's very fluid. So I would thank you both for your papers. The gesture of hand epicarpo, much has been written about it, and I don't really want to go into it, but it just strikes me that the actual holding of a hand is much more formal than the holding of a wrist. And although we might want to think in terms of rape, we should think, I think, perhaps in terms of the knowledge of the person that you're holding hands with. We rarely see the holding of hands on Greek vases, and it might be worth looking in contrast to that gesture and scene to set aside alongside epicarpo. Finally, I think interesting to think about the beds. You gave the nice image of Odysseus and his marriage bed, which was still there because the tree was still there. When someone is buried, what is the bed that they're buried on? I was interested to see in the Louvre last night Lutrophoros with the funeral for a man, and he was laid out on his symposium couch. It wasn't a bed, it's a couch. And I think we need to think a bit about what is a couch and what is a bed. That a couch has a head to it and a bed doesn't. And think when we see a bed that it's saying something else. Thank you. Est-ce que vous vouliez répondre? Oui. Thank you, Daphne, for your comments. I mostly agree with you, but I still have the question whether, in the work of a very special painter and an innovator of wedding iconography, whether he may have invented an Aphrodite playing a stringed instrument, which is very elaborate and requires a lot of training in order to be played, and it is a very rare instrument in general, so something to think about it. The fact that a female figure holds a harp cannot be interpreted right away that this is a musician, an attendant. It could be something more to it, especially when she is surrounded by Erotes and when there is this very direct and surprised exchange of glances. But it's something to think about more. Thank you. Tu veux répondre sur les lits? Oui, merci pour la remarque, mais moi je me suis attachée à réfléchir à la question du lit conjugal. Il y a d'autres types de lits. Le lit du banquet est aussi un lit de partage du vin, de partage de plaisir sexuel, mais dans un autre registre. Donc voilà, mais j'entends bien. Merci. Jean-Claude Schmitt. Ah, et puis Vasso. Après Vasso, je crois qu'on va s'arrêter pour les questions pour pouvoir passer au monde romain. Bon, je vous remercie toutes les deux pour vos communications très intéressantes. Et je vais revenir à la question de réaction devant quelque chose qui est une épiphanie, une apparence divine, je ne sais pas, mais je suis sûre que ça ne laisse pas les personnes indifférentes. Et en effet, j'ai l'impression que la façon dont il y a les subtilités dans les regards, dans les gestuels, c'est ce type d'expression qui rend
le vécu de l'expérience est différent. Et ça, on l'a vu les vases hier qu'Hélène a montré du peintre de Cadmos avec les Dioscures. Il y a une femme qui fait un geste de surprise. Oui, c'est un autre registre, c'est une autre expérience avec les divins. Néanmoins, il y a quelques parallèles avec les gestes et les réactions corporelles. Tout ça, on peut le voir éventuellement ensemble. Et donc, il y avait un vase que tu as montré, Florence, où on voit une femme qui fait cette réaction, et je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire dans la scène, qu'elle arrive à voir, mais les autres non? Je ne sais rien, mais voilà, c'est des choses, je pense, qu'on peut regarder plus en détail. Merci pour ta suggestion. Alors, dernière question, c'est ça? If I may say something, thank you, Vaso, for this comment. And I heard somebody saying about the second register. When we have interaction between the human and the divine, there is in fact a second vase painting by the washing painter that I did not have the time to show, where on the same register there is an epiphany of Aphrodite coming with a chariot that is drawn by two Erotes, and again the bride looks in extreme surprise, and all happens in the same picture, not two registers. This type of iconography that we see later with the Cadmos painter originates with the washing painter, in fact. Ok, alors Jean-Claude Schmitt. Permettez deux questions d'un complet ignorant. Je ne crains pas de me couvrir de ridicule, mais premièrement, une question très naïve. Est-ce que les flambeaux ne seraient pas aussi, en plus de tout le reste, l'indice d'une cérémonie nocturne? Oui, aussi. Deuxièmement, je rebondis sur la question de Vinciane, qui est plus importante, c'est la présence des divinités, la présence du divin. Et je pose cette question dans une perspective comparatiste, que j'ai apprise auprès de Jean-Pierre Vernant, d'ailleurs. Par rapport au mariage dans la civilisation médiévale, occidentale, qui est un acte privé, comme on dirait, peut-être le terme n'est pas bien choisi, entre deux familles qui s'unissent à travers un garçon et une fille. L'Église, pendant très longtemps, n'a pas joué de rôle. C'est d'une certaine façon désintéressée de cette cérémonie, mais peu à peu l'investit, l'accapare, la légitime, de manière à en faire un sacrement. Et c'est un sacrement, un des 7 sacrements au tournant du XIIe et du XIIIe siècle. Alors, l'image, évidemment, réagit à cela. Et ce que l'on voit à cette époque-là, tout à fait au début du XIIIe siècle, c'est que la cérémonie prototypique du mariage, c'est le mariage d'Adam et Ève. Et ce que l'on voit, c'est devant un édifice qui a vaguement une apparence d'église, Dieu le Père qui unit les mains de l'un des deux époux, Adam et Ève. Et cela est donc pensé comme, et à l'image, en fait, de la cérémonie réelle qui se passe devant, souvent au porche de l'église, où le prêtre, à l'image de Dieu le Père, prend les mains des deux époux et les unit. Voilà. Donc c'est la création d'un sacrement. Alors le divin là-dedans, et vous voyez, là, ce que je veux dire, c'est que pour vous, il va de soi que les dieux là, se baladent au milieu de la cérémonie, Artémis, etc. Et il en va tout à fait autrement dans un système religieux, disons, évidemment fondé sur un dogme, mais surtout fondé sur une église, où l'église prend en main cette présence de Dieu, en quelque sorte. Voilà. Je pense que le comparatisme a souvent un désavantage. If I am allowed to make a short comment in relation to your opinion, there exists 2 reliefs of the Crusade period showing the personification of the Church dragging along Christ but holding him from the wrist. This is one example. And then in the modern Greek marriage,
where at the climax of the ritual, the priest takes the couple and they dance around the altar. The priest always holds the groom by the wrist, not by the hand, by the hand. Voilà, bon, sur cet exemple ethnologique qui nous emmène jusqu'à la Grèce contemporaine, je crois que la discussion a été riche, on peut la clore et passer au troisième et dernier exposé de la matinée. C'est Valérie Huette qui va nous parler du grec chez les Romains, néo-atticisme, archaïsme, etc. Valérie Huette est professeure d'histoire ancienne. Non, il n'y a pas de pause parce qu'on va finir un peu plus tôt dans la matinée et voilà. Parce que si on fait une pause d'une demi-heure maintenant, on a pensé que ça n'avait pas beaucoup de sens. Voilà. Donc Valérie est professeure à l'université de Brest et comme beaucoup d'entre vous le savent aussi, elle dirige actuellement le centre Bérard à Naples. Voilà. Alors pour l'instant, je n'ai pas mon PowerPoint, donc je vais attendre quand même. Merci Pauline. Une petite remarque en attendant sur les deux communications précédentes qui m'ont rappelé à quel point, pour moi, les images grecques étaient exotiques. Pourquoi ? Parce que, et je rejoins Jean-Claude sur ce point, en image, le mariage chez les Romains, c'est par la dextrarum iunctio, c'est-à-dire on se croise les mains droites. Donc en fait, l'exemple de Florence qu'elle trouvait exceptionnel, pour moi, c'est la norme à Rome. Donc on est dans un contexte complètement différent. Alors, mon titre du grec chez les Romains, néo-atticisme, archaïsme, etc., en fait, je vais surtout m'occuper du etc. Mais ça ne vous étonnera pas de ma part. Voilà. Je commencerai par une citation d'Umberto Eco. Si je dessine à la plume sur une feuille de papier la silhouette d'un cheval en le réduisant à une ligne continue et élémentaire, chacun sera disposé à reconnaître dans son dessin un cheval. Pourtant, l'unique propriété qu'a le cheval du dessin, une ligne noire continue, est l'unique propriété que le vrai cheval n'a pas. Par cette simple remarque qui semble évidente, Umberto Eco touche un des points les plus sensibles de l'art, le problème de l'art et de ses rapports avec la nature, la réalité. La réalité de l'art est nécessairement haute que celle du monde extérieur, et pourtant, par divers procédés illusionnistes, elle peut en être l'émanation, le reflet et même le témoignage. C'est justement ce qui intéressait avant tout François Lissarag. L'image était notamment pour lui une fenêtre sur un passé précis, l'Antiquité grecque, plutôt athénienne, une fenêtre sur des mentalités, des représentations, des imaginations et imaginaires, des jeux entre artistes, artisans, commanditaires et spectateurs, qu'il suivait à travers des mises en série d'images de vases grecs, sans ignorer pour autant les sources littéraires antiques, l'ekphrasisme et pas seulement. Mais l'image a sa propre réalité, elle ne narre pas, mais elle propose une synthèse d'espace-temps, et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises au cours du colloque. Commencer ainsi ma communication, c'est aussi rappeler l'importance du dessin pour François. Dessiner, c'est une manière de voir, de révéler non seulement un style, mais aussi une esthétique. C'est surtout voir des détails. François a autant dessiné pour lui que pour les autres, tout en étant conscient de la distanciation qu'il crée nécessairement avec l'image du décor d'un vase par le dessin ou encore par la photographie et la diapositive. Commencer ainsi ma communication, c'est également rappeler que François, dans ses séminaires, par exemple lors des journées que nous organisions pour les doctorants au centre Louis Gernet, rue Monsieur le Prince, avec Nina Strozinski, aimait commencer son propos avec une citation contemporaine ou un dessin contemporain comme Desproges ou Le chat de Philippe Geluck, ou une analyse
de tableaux d'une époque différente, comme l'analyse des Ménines de Velázquez de Michel Foucault, ou le tableau des époux Arnolfini du peintre flamand Jan van Eyck. Et ici, c'est ma seule contribution au mariage, si on peut dire, avec donc la mise en abîme dans des miroirs. Et là, je revois aux deux excellentes communications d'hier après-midi de Nicolaos et de Stéphanie, qui, malheureusement, pour des questions de temps, n'ont pas eu de discussion. François était dans des dialogues entre images, dialogue au sein d'une société, d'une cité, entre sociétés, entre époques et entre spécialistes. Pour les romanistes, et je pense aussi pour beaucoup de non-hellénistes, l'anthropologie des images conçues et pratiquées par François a été un mode de lecture, de perception, une méthodologie à suivre. Ces articles et livres ont toujours été bons à penser. Il ne s'agissait pas pour autant de calquer ces questionnements, mais de vérifier par exemple s'ils étaient applicables ou non pour une autre société, et sinon, pourquoi ? Forcément, avec le monde romain, il y a des jeux de citation, d'écho avec le monde grec, notamment attique. Mais il y a aussi des importations. Cela commence avant, avec les Étrusques et les nombreux vases attiques retrouvés dans les nécropoles qui sont resémantisés. Cela se continue avec les vases italiens de la Magna Grecia, et j'aperçois Claude Pousadou au fond de la salle, que je salue, puis avec Rome. Alors, nous avons partagé beaucoup de réflexions ensemble au cours de nombreuses années, avons co-organisé avec Sylvia Estienne et Francis Pro Figura 14, qui en fait a le titre Figure de Dieu, construire le divin en images. Avons participé, par exemple, Sylvia et moi, avec Pauline et François, à l'aventure du Tescra autour du banquet, une véritable aventure, si je peux me permettre. Les deux articles que François et moi avons écrits ensemble remontent à peu près à la même époque, le début des années 2000, et portent sur le même type d'objets, les reliefs néo-attiques, catégorie moderne relativement négligée par les romanistes, parce que grecque, et par les hellénistes, parce qu'elle est considérée comme relevant du roman, même si certains apparaissent à la période hellénistique. L'article paru dans Métis en 2005, dans le volume « Et si les Romains avaient inventé la Grèce », était organisé selon 3 axes, comme nous l'avions énoncé, et je nous cite. 1. Comment définir un relief néo-attique ? 2. En quoi ces reliefs néo-attiques sont-ils à la fois une catégorie contestable, mais une pratique incontestable des Romains, prouvant leur intérêt pour un art grec ? 3. La série de reliefs dits de la visite de Dionysos à Ikarios peut-elle nous éclairer sur le regard que les Romains posaient sur la culture grecque et sur l'ambiguïté des relations entre les Grecs et les Romains ? Fin de la citation. Nous étions notamment fascinés par les découvertes d'objets dans l'épave de Madia. Concernant la série dite de la visite de Dionysos à Ikarios, il existe environ une trentaine de reliefs qui semblent tous répétitifs, mais il y a toujours des éléments, des détails qui changent. Donc il n'y en a jamais 2 rigoureusement identiques. L'exemple que nous avions choisi était celui du Louvre, mais je vous montre celui du Man. Alors je ne vais pas répéter l'article, je vous encourage et invite à le lire. Mais vous voyez dans cette scène comment surgit l'espace mythique, mythologique, avec au centre Dionysos, je vais vous montrer un détail immédiatement, Dionysos qui est soutenu par un petit satyre, un autre petit satyre qui est en train d'enlever sa sandale, et comment il surgit dans un espace qui paraît un espace humain, défini derrière par un parapétasma, avec donc un homme qui fait un geste alors de salutation, d'accueil, et une femme qui est accoudée et renversée pour regarder vers Dionysos. Et de l'autre côté, vous avez donc le Thias de Nésac, qui est tout à fait typique, ivre. Là, on a les transes d'Anne-Françoise, si on peut dire,
qui sont visibles. Sur celui du Louvre, hein, je ne vais pas faire la série, on avait choisi celui du Louvre parce que vous avez... Mince. Parce que vous aviez ici des masques de théâtre hein, qui ne sont pas sur le précédent. Donc en fait, ces reliefs, hein, si vous voulez vous exercer au jeu des 7 erreurs, hein, sont absolument parfaits, parce qu'il y a toujours un détail qui change, même si l'ensemble fait sens et immédiatement identifiable. Donc ce qui nous avait intéressé, c'était les diverses combinaisons possibles, les assemblages et citations, et les resémantisations possibles à l'époque de la victoire d'Auguste sur Marc-Antoine. Juste ce qui est évident ici, c'est le passage entre un monde mythique, mythologique, et un monde plus ou moins humain, le passage d'un dehors à un dedans, même si ce dernier, avec le parapétasma, correspond plus à l'idée d'un dehors protégé dans un espace ouvert. Le second article, écrit avec François, était intégré dans une réflexion plus générale autour de l'archaïsme et l'archaïsant, développé lors d'un colloque à Paris 7, et moi je continue à appeler Paris 7, organisé par Louise Bruy-Zeitman et Florence Gershanock. François et moi avons interrogé la corrélation entre l'utilisation d'un style archaïsant et les rites archaïques ou une volontaire archaïsation des rites, partant des amphores panathénaïques pour arriver au relief néo-attique du monde romain. L'utilisation de l'archaïsant permettait de montrer des dieux, du sacré. Nous avions constaté qu'Apollon était plus souvent du côté de l'archaïsant, alors que Dionysos était plus souvent traduit en classicisant, même si Stéphanie avait écrit dans l'article suivant, et elle avait essayé de démontrer comment Dionysos était tout à fait archaïsant. Je citerai notre phrase de conclusion, et je vous l'ai mise sur la diapositive. Qu'importe la reconnaissance de modèles, de prototypes ou de citations, ce qui comptait, c'était de rendre présent et accessible le monde des dieux dans des paysages sacrés, idylliques, de se projeter dans le passé tout en étant de son temps. C'était bien sûr une provocation, mais pas que. Les Romains, en jouant à faire le grec, construisaient ainsi une identité particulièrement romaine. C'était essayer de comprendre ce qui faisait sens à un moment T. Chez les Romains, mon exotique pour François, certains signes iconiques pouvaient être suivis, mais leur agencement différait et par conséquent leur sens aussi. L'image, c'est du bricolage, mais du bricolage conscient et qui appelle à des mémoires, comme cela a été dit au cours du colloque. Alors, comme je parlais de relief, par esprit contradictoire notoire, je passerai à quelques peintures pompéiennes. J'ai choisi celle-ci par son parallélisme avec des scènes de banquet sur des vases grecs, même si c'est différent. La couleur de la peau brune pour les hommes, blanche pour les femmes, le parapétasma qui plante l'espace du banquet à l'intérieur du champ de l'image. Au-dessus de ce rideau, 2 statues apparaissent qui ont été interprétées comme à gauche Dionysos et à droite Apollon. Alors, je ne rentrerai pas dans les diverses interprétations historiques qui ont été proposées, et pourtant, si je l'avais fait, j'aurais pu coller au thème du mariage, puisqu'il y a eu la proposition du second mariage de Sophonis B avec Massinissa et la coupe empoisonnée que lui remet son mari pour ne pas la livrer vivante aux Romains. Mais là n'est pas mon propos, et de plus, ces différentes interprétations ne me convainquent pas, et là je le prends juste comme un banquet. Je passerai aux 3 peintures prélevées dans la maison du triclinium accessible seulement par le jardin, comme vous le voyez sur le plan. Les 3 peintures sont actuellement au Man, dans la section épigraphique, et étaient à la hauteur du regard. Alors, je vous ai mis que le mur est, vous voyez comment ça a été découpé, je ne vous ai pas fait de manière répétitive, mur est, mur nord, mur ouest. Je choisis de suivre ces banquets comme juste des évocations de banquets au pluriel, et je ne rentrerai pas dans le débat. Est-ce le même banquet? Y a-t-il une temporalité avec le début, le milieu et la fin du banquet?
Quand le spectateur arrivait, je vous remets le plan, en fait, il arrivait. Mince. Ah, alors j'ai fait une bêtise, je pense. Non ? Bah, je sais pas. C'est bizarre. Sur mon écran. Bon. Alors, quand il arrivait, voilà, ça vient. Il arrivait comme ça, et en fait, il se tournait vers la peinture du nord. Évidemment, moi, je vais commencer par une autre peinture, mais vous comprendrez après pourquoi, celle qui est sur le mur est. Ce sont relativement des petits tableaux. Nous avons un homme qui vomit à droite, ici, qui est soutenu par un assistant. Vous remarquerez ici un petit assistant, il y a une perspective hiérarchique qui est en train de déchausser le banqueteur qui vient arriver. Et il y a un certain nombre de graffitis dans cette peinture. Les trois peintures, ces trois emblemata, sont conservées dans la section épigraphique d'Humann, section qui est très rarement visible, malheureusement. Je ne détaillerai pas ici toutes les graffitis de cette peinture, mais je soulignerai simplement, et ça fait sens, que vous avez ici Bibo, qui veut dire « je bois », personnage à l'épaule dénudée avec une coupe dans la main droite. Et si je reviens en arrière, vous voyez que c'est intéressant qu'il dit « je bois » et puis vous avez... En fait, il est juste dans la même perspective d'un homme visiblement ivre. Je m'étais toujours interrogée sur le fait qui a envie vraiment d'aller dîner dans une salle, en tant que spectateur moderne, où on voit une peinture de quelqu'un qui vomit. Mais ça, c'est un autre problème moderne. Alors, le tableau, je vous montre direct. Le tableau du mur ouest, il est très mal conservé. Ce qui est intéressant, c'est la posture d'un homme au milieu qui peut prêter à confusion. Au plan d'en dessous, alors je ne sais pas si vous voyez mieux, il y aurait une danseuse nue ici et des tibikines qui seraient en train de jouer à cet endroit. Mais ce qui m'intéresse, et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette série de peintures, c'est ce qui est sur le mur nord, ce qu'on voyait directement, où vous avez donc une scène de banquet sous un vellum, qui rappelle le parapetasma. Et si on regarde le détail, vous avez tout un ensemble d'inscriptions, de graffitis qui partent, donc qu'il faut lire de gauche à droite, facitis vobis suaviter, vous avez un point, puis vous avez eco canto, moi je chante, et après est ita valens. Et je vais revenir sur ego canto. Alors, juste pendant très longtemps, ces inscriptions, ces graffitis ont été lus comme une seule parole, ou distribués en deux personnes. Alors toute la question était de savoir si c'était plutôt le groupe à gauche qui disait le tout, qui dans le groupe à gauche et qui dans le groupe à droite. Alors moi, pour mon propos, j'aimerais le diviser en trois, notamment parce que je suis intéressée par ce geste de cet homme qui entoure sa tête. Alors il a la main pendante derrière sa tête, et juste au-dessus de lui, il dit « moi, je chante ». Et ça correspond à un geste que j'avais suivi pendant de nombreuses années, et je pense que c'est justement bien lui qui le dit, et il est en train de chanter. Mais la différence avec les vases grecs, c'est qu'il n'a pas la posture en arrière qu'on peut trouver chez les Grecs. Alors, donc ici, je vous montre le chanteur présenté
présenté sur cette coupe à figure rouge de Douris, datant d'environ 480 avant Jésus-Christ. C'est un dessin de François Lissarag dans son livre sur le banquet. Et il prononce une phrase inachevée, « Non, je ne puis », qui a été rapprochée de, et je cite François, quelques vers de Théognis où le poète se plaint de ne plus pouvoir chanter car il a trop fait la fête. Mais on peut imaginer bien d'autres incapacités chez ce chanteur dont la phrase reste en suspens. Son attitude est remarquable, tête renversée, bras droit levé en un geste qui dégage la poitrine et libère la gorge. Fin de la citation de François. Alors, si aucune parole n'est inscrite dans le champ des reliefs romains, l'attitude personnage est parfois rigoureusement identique. Peut-être que vous verrez mieux ici sur cette photo. Même si elle diffère. Alors, elle peut être identique dans des scènes de banquet dionysiaque ou de Méléagre, mais sur les scènes qui mettent en avant plutôt, on va dire, des hommes et des femmes, on voit plutôt le geste avec un personnage qui a la tête bien droite et souvent pas obligatoirement la main qui pend de l'autre côté, mais plutôt sur la tête. Alors, j'avais déjà proposé, il y a déjà un certain temps, qu'il s'agissait bien d'un système pas obligatoirement de chant, mais d'expression verbale. Ce qui m'avait intéressé, c'est que c'est un geste systématique dans les reliefs funéraires montrant des scènes de banquets. Et notre difficulté, alors avant on disait évidemment que le sculpteur ne savait pas comment remplir le champ de l'espace et qu'il avait mis par hasard ce geste. Vous comprenez bien que c'est une acception que je réfute immédiatement. Et notre difficulté à lire des gestes sur des images, qu'elles soient grecques ou romaines, provient de notre manque de référents culturels. Cela va sans dire. Donc ici, peu importerait l'absence de musiciens. Et c'est un hôtel de grande qualité, donc même si pour vous, vous trouvez peut-être ça moche parce que c'est de l'esthétique romaine et non grecque. Et en tout cas, ça signifie que c'était voulu quand ça a été sculpté ainsi. Alors, pour vous montrer, je ne vais pas vous faire toute la série, mais ce relief, j'en ai parlé à plusieurs moments, y compris avec Sylvia, le relief d'un monument funéraire d'Amiternum, où vous voyez deux fois le même geste, qui est ici, dans un banquet assis et dans un banquet allongé. Et il figure plus ou moins au centre de chaque banquet, et vécu comme les os de la toge, le torse dressé de face, mais en aucun cas la tête en arrière. Donc là, c'est la main droite qui est posée sur la tête, la main gauche qui tient une coupe. Alors, leurs gestes les marquent-ils comme protagonistes, comme personnages principaux de chaque tablé? Chantent-ils? L'état de conservation du relief ne permet pas de distinguer l'ouverture ou non de leurs lèvres. Mais est-ce de toute façon signifiant? Néanmoins, la mise en série d'images peut permettre de mieux comprendre le signifiant ou en tout cas de saisir ce qui n'est pas. Ainsi n'est-il pas un geste fermé exprimant la douleur, mais un geste d'ouverture à l'autre. En suivant le geste d'une série à une autre, nous pouvons observer des glissements ou plutôt ce que j'appellerais des superpositions de gestes, c'est-à-dire que le même geste dans une image peut être polysémique car il se trouve au carrefour de séries, chant, séduction, et automatiquement complété par le spectateur de gestes en différents contextes, que ces derniers soient perceptibles ou non dans le document en question. Le geste est lié bien sûr au mouvement du corps, à une attitude qui peut varier son sens, ainsi peut-il exprimer dans certains cas de manière évidente le chant, l'ivresse, dans d'autres souligner l'ouverture aux autres, voire la communication verbale. Et il a un geste actif et non passif. La preuve en est pour moi qu'il est presque toujours, alors il y a toujours une exception malheureusement pour
contrer les généralités, il est presque toujours accompli de la main droite, et qu'il permet souvent de distinguer ce convive des autres, le faisant ressortir dans le champ de l'image. Évidemment, pour me contredire, sur la fresque pompéienne que je vous ai montrée, il est effectué de la main gauche. Si je pouvais inverser le tableau, ça m'arrangerait. Tout réside donc dans le presque. Suivre ce geste dans cette série de scènes de banquet sur les reliefs funéraires m'a permis de comprendre a posteriori le geste d'un assistant du sacrifice sur le relief de Cneius Domitius Aenobarbius, donc un relief appartenant à une série totalement différente de la série sacrificielle. Il est effectué par l'assistant qui se trouve derrière l'autel, sur une des faces longues de la base dite de cette base. Très longtemps, ce geste a été considéré, je l'ai dit, pas seulement pour les banquets, comme une volonté de la part du sculpteur de combler un vide, et a donc été attribué à une maladresse du sculpteur, d'autant plus qu'il était unique dans les scènes sacrificielles, un apax. Une autre hypothèse consistait à imaginer l'assistant relevant un pan de cette toge, mais en fait, je ne pense pas que ce soit ça. Ici, et quand on va au Louvre, on voit qu'il a la bouche entrouverte, donc c'est assez pratique. Et vous avez, j'oublie que, donc il a la bouche légèrement entrouverte. Vous avez la figure de Mars qui est ici, et puis vous avez le Tibiken et le joueur de lyre, le Fidiken, qui est juste après. Donc, quelque part, le chant est l'invocation de la divinité, et donc il n'est pas illogique, même si c'est exceptionnel, de voir apparaître la divinité au milieu des musiciens. Alors, j'en arrive à ma conclusion, mêlant images et texte, et rappelant à beaucoup d'entre nous les paroles profondément absurdes des Shadocks qui pompent. Shadocks, cher à François. Alors, je ne suis pas sûre que nos amis étrangers connaissent bien cette série des Shadocks, mais qui... alors, là, la devise Shadocks du mois, c'est « S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». En fait, j'ai appris très rapidement avec John Child et François Lissara qu'il était important de soulever des questions, qu'on n'avait pas toujours la solution. Il ne faut pas surinterpréter, car nous ne sommes pas de la même société, de la même époque, etc. Mais qu'en suivant des fils, en continuant à chercher, parfois on trouve des années après. Et surtout, il ne faut pas désespérer, garder son humour, qui permet de distancer et crée une réflexivité. Je vous remercie. Alors, la discussion est ouverte. Shadocks ou pas Shadocks? Il leur manque la pause. Non, ça... Je suis enchanté par ces illustrations que je me souviens bien de Aulus Gellius. C'est-à-dire, il y avait un symposium à la grecque et Aulus Gellius dit que il discute si la chanson grecque est mieux que la chanson romaine. Et alors, quelqu'un à cette discussion a commencé à chanter Capite convelato. C'est la vraie expression de faire un chant comme ça. Et peut-être ça existe aussi dans les autres contextes, mais c'est vraiment un contexte sympathique que les Romains savaient encore. Merci Oswin. Oui, en fait, moi j'étais intriguée, ces reliefs funéraires
J'étais vraiment intriguée par ce geste dont personne ne parlait et qui est systématique. Je crois que je dois avoir sur environ un corpus de 173 scènes, il y en a peut-être 3 où le geste n'existe pas. Donc c'est vraiment systématique. Et c'est là où on voit qu'il y a des codes qui peuvent être utilisés, mais qui sont un peu déviés et en partie resémantisés ou pas par les Romains. Y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'il leur manque la pause. Oui. Sophie. Qui sont peut-être un banquet de type grec ou de type romain, justement. Oui, alors en fait, si mes souvenirs sont bons, c'est dans le livre que tu as coédité, que j'en ai parlé avec Sylvia, en hommage à Apolline, où on avait suivi un certain nombre de banquets. Puis j'ai aussi publié un article où c'était édité par Alexandra Dardennay et Emmanuel Rousseau sur public-privé, où je me suis intéressée justement à ces banquets. Sont-ils publics, sont-ils privés? Comment on arrive dans une image à les distinguer? Donc là, on considère que effectivement, on est devant l'évocation d'un banquet public, ou en tout cas d'un banquet civique. Moi, je veux bien poser une question. Oui, très bien, sur la polysémie du geste, geste d'ouverture à l'autre. Mais alors, du coup, est-ce que ce geste a plus ou moins d'ampleur, c'est-à-dire que plus ou moins d'ouverture? Et à ce moment-là, est-ce qu'il peut avoir une signification différente et variée? Donc ça, c'était ma première question. Et la seconde, puisque tu fais un parallèle avec la coupe grecque, et qui renvoie en fait au banqueteur et à la situation de l'idéal de tranquillité, les ukias, qui est associé ou non parfois à un banqueteur qui tient un instrument de musique, une cithare. Donc c'est assez intéressant. Alors en fait, ce geste, il est soit plutôt du côté de l'expression verbale et le chant, soit plutôt du côté de la séduction. C'est pour ça que je dis que suivant l'ouverture ou la représentation, on va passer de l'un à l'autre, mais et c'est là où je pense que c'est extrêmement important, le regard du spectateur, c'est qu'on voit bien qu'on peut combiner des séries et que le même geste peut évoquer 2 éléments différents. Et séduction et chant vont aussi de pair, que ce soit dans le banquet grec que dans le banquet romain. Oui, il y a une question. Félix, où il y a banquet couché et banquet assis dans le même endroit. Est-ce que le geste amènerait donc pour le banquet assis? Tiens, parle devant le micro. Du grec? Alors, je pense pas en fait, parce que le banquet, là je vais pas rentrer vraiment dans les détails du banquet romain, mais je pense que c'est un geste totalement assimilé. Et en tout cas, dans la codification iconique, hein, c'est comme ça qu'exprimer l'expression verbale qui peut être chantée ou pas. Si on regarde les sources latines des orateurs, comment exprimer la parole, etc., il y a plein de descriptions, quel geste faire. Bon, j'ai cherché vainement dans mes images l'équivalent. Évidemment, c'est pas du tout comme ça que c'est exprimé dans les sources littéraires. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment la réalité de l'image. Mais alors,
pour rebondir sur ta question, de toute façon, le moment du banquet, pour les Romains, hein, on est dans l'otium, et dans l'otium, c'est bien de déclamer des vers grecs, si on a une très bonne mémoire et qu'on appartient bien à l'élite, on va déclamer Homère à l'envers, etc. Donc on a tout ce jeu. Donc le banquet, c'est aussi le lieu de faire le grec, même si dans un banquet romain, on mange en même temps qu'on boit et c'est très rarement séparé. Et il y a femmes, hommes, enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les Greco-romains? Les Grecs ne pouvaient pas faire le romain au banquet, c'est bien dommage. Ils pouvaient faire le Scythe à la rigueur, ou le barbare, mais pas le romain. Pas d'autres questions? Moi, j'ai une remarque. Les chrétiens pouvaient faire les romains. Ouais. Bon, d'accord, ok. Mais si, c'est pas l'objet de la matinée, les chrétiens. Ouais. La Sainte Seine, oui. Autour de la table. Hein. Ça, c'est... Et quant au geste, est-ce qu'il n'y a pas des choses à trouver dans la littérature médicale, chez Hippocrate, Galien, les effets de l'ivresse, et notamment le mal de tête, pour dire les choses simplement? Moi, je n'ai pas regardé du tout de là. Alors, je dois dire... Bon, toi, ton interprétation, ça serait j'ai mal aux racines des cheveux. Pourquoi pas, mais... Oui, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est systématique. Et puisque tu parles de l'époque chrétienne, Jean-Claude, moi, j'ai tout un ensemble de scènes qui sont du IVe siècle après Jésus-Christ, du début du IVe siècle. Et ce sont les mêmes sculpteurs qui sculptent aussi bien pour les chrétiens que pour les romains, si on peut dire. Et en fait, on ne peut pas savoir si on retrouve le même geste et on ne peut pas savoir si c'est un banquet chrétien ou païen, sauf si on a une scène chrétienne à côté. C'est la seule chose qui permet de distinguer. Mais on a exactement les mêmes. C'est identique. Moi, j'ai une remarque, si je peux, qui n'est pas sur le geste que tu as suivi là, mais tu as fait quand même la remarque sur le regard du spectateur ou des spectateurs qui sont en train de banqueter devant une image où on voit un des convives en train de vomir avec la tête soutenue par un petit servant. Et donc, je trouve ça intéressant, d'autant que si tu passes du parallèle entre grec et romain, on a un certain nombre de coupes où on a aussi un banqueteur qui est en train de vomir et la tête soutenue. Donc voilà, c'est juste une remarque comme ça que je trouvais intéressante sur le parallèle et et la place du spectateur qui regarde ce type de scène dans le cadre du banquet. Il y a une scène qui a été montrée, il me semble, hier matin par Diffré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on ne les voit pas, moi, on a l'impression qu'elles sont très grandes alors qu'elles sont petites. La première fois, je les ai vues en réalité. Ça change. Et quand on va dans la salle, c'était finalement dans une salle peu accessible. C'est vraiment dans la partie la plus privée de la maison. C'est pour ça que j'ai tenu à vous mettre le plan. Et François insistait toujours sur la contextualisation quand elle était possible. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Que ce soit contextualisation dans le temps et dans l'espace. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais juste lire un petit paragraphe de François, là, pour finir la matinée. C'est à propos du mariage, bien sûr, et il conclut comme ça son analyse des images du mariage. On peut conclure cette première série d'analyses autour des images du mariage en observant que le traitement du rituel en images ne relève pas de la simple description. Les peintres élaborent, à partir des multiples éléments de leur culture, souvent en utilisant des paradigmes mythologiques, des images qui cherchent à rendre visibles, en les esthétisant, les valeurs symboliques en jeu dans les pratiques sociales et les rituels qu'ils représentent, en particulier dans le mariage, où la mariée devient spectacle,
Et je crois que, bon, depuis 30 ans, on travaille là-dessus. Voilà, merci. Alors, maintenant, il y a une pause et je vous rappelle qu'il faut revenir de bonne heure parce que cet après-midi, on a une après-midi extrêmement chargée. Donc, on recommence à 13h30. Hein, c'est ça ? 13h30 ici, oui, oui.